Merci beaucoup. Bernard de Flessel. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi aussi je partage l'avis de mon ami qui vient de s'exprimer en disant que votre propos était exhaustif. Il est exhaustif et nous ne partons pas de rien. Nous partons d'abord de la Convention de Lima, qui a quand même un bilan qui est assez faible, il faut qu'on se le dise entre nous. On a réussi à Lima finalement à avoir un accord, comme toujours. Cet accord, c'est un accord sur le calendrier, sur la remontée des feuilles de route. C'est déjà bien, et des contributions. Et sans paraphraser un de vos collègues, ancien Premier ministre, je pense que pour Paris, la route est droite, mais la pente est rude. Et la pente est rude, pourquoi? Parce qu'à Lima, on n'a pas su suffisamment, en tout cas les pays sous l'égide des Nations Unies, n'ont pas su suffisamment débroussailler le terrain. Et donc il nous reste à nous, et donc à la France en particulier, à débroussailler le terrain pour avoir cet accord de Paris. J'ai listé quelques propositions et en particulier quelques points durs et quelques points positifs. Les points positifs, ils sont aussi nombreux. Le premier, c'est la position de l'Europe. On a toujours été leader, on a eu la règle des 3 x 20, avec les 40, les 27 et les 27, moins 40 de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030, les 27% dans le mix énergétique des énergies renouvelables, les 27% d'efficacité énergétique, on est en pointe. Le deuxième, à mon avis, la deuxième step, la deuxième marche positive, c'est immédiatement derrière l'accord de l'Europe, en octobre, celui de novembre et l'accord États-Unis-Chine. Alors, il n'est pas révolutionnaire, et je crois qu'il faut qu'on reste très, très mesuré sur celui-ci, mais enfin, l'accord est intéressant. Les États-Unis ont pris un engagement de réduire de 26 à 28% leurs émissions. C'est plutôt bien. C'est en 2030, c'est sur la base de 2005, ce qui représente pratiquement 10% par rapport aux 40 de l'Europe, mais c'est déjà un premier pas. Celui de la Chine est un peu plus faible dans la mesure où ils se projettent en 2030 et leur position, c'est de dire on stoppera l'augmentation de nos émissions en 2030. Ça veut dire que la Chine, 1,250 milliard d'habitants, va continuer entre 2015 et 2030 à augmenter ses émissions de CO2. Il faut en être conscient. Donc c'est ça l'accord entre les États-Unis et la Chine. Je rappelle que la Chine, par capita, c'est 7 tonnes par habitant. La France, c'est 5,5 tonnes. Donc 7 tonnes par habitant multiplié par 1,250 milliard, c'est grosso modo 28% des émissions. Avec les États-Unis qui en font 15, 16, on a 42 à 43% des émissions sur 2 pays. Donc s'il était important qu'il y ait un accord, c'était un signe intéressant. La troisième chose qui est intéressante, c'est que le calendrier est robuste. Car exceptionnellement cette année, pour notre COP, on aura le point de passage à Bonn au mois de juin, mais il y en aura en septembre et en octobre. Et donc ça, c'est une mesure, et c'est plutôt une bonne décision de façon à accélérer la négociation. Par contre, il y a des points durs, vous en avez évoqué certains. Le premier, c'est la remontée des feuilles de route. Je rappelle qu'à Lima, la décision a été prise de dire il faut des feuilles de route, il faut que les pays les remontent au printemps. On sait très bien qu'il y a une formule qui est elliptique, vous l'avez rappelé, c'est à la lumière des circonstances nationales. C'est-à-dire que chaque pays va faire ce qu'il peut, et dans sa feuille de route va dire ce qu'il peut. Quand on va les collationner, on sait par expérience, puisqu'on a un peu de recul sur toutes les COP qu'on a vécues, on sait très bien que ça ne fera pas les 2 degrés. Or, l'objectif, quand même, c'est les 2 degrés. Parce que si nous dépassons les 2 degrés et que nous suivons les recommandations du GIEC, c'est-à-dire 4,8 degrés à la fin du siècle, alors on va à la catastrophe. Donc, le collationnement des feuilles de route est important et on va avoir un printemps difficile. La deuxième chose, c'est le financement. Le fonds vert, on le sait, a été mis en place. Il est en Corée. Son administration démarre. Mais c'est 10 milliards. Alors c'est bien. Les États-Unis ont mis 1,5 milliard, le Japon aussi, la France 1 milliard. Mais c'est 10 milliards versus 100 milliards en 2020. Donc le gap est quand même très important. Le troisième point dont on ne parle jamais, c'est le transfert de technologie. On est très faible sur ce sujet-là. Les Nations Unies ont mis un groupe de haut niveau en marche sur le transfert des technologies. Et ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des problèmes de brevets, parce qu'il y a des problèmes de firmes, parce que les grandes entreprises répugnent à transférer leurs brevets. C'est un point important, car s'il n'y a pas beaucoup d'argent et qu'il n'y a pas de transfert de technologie, comment va-t-on faire pour aider les pays en voie de développement? C'est une vraie question. Et puis ensuite, le dernier point, et celui-là est majeur, c'est que le fossé entre les pays en voie de développement et les pays développés est toujours prégnant. Ça nous inquiète, ça m'inquiète, parce qu'on n'arrive pas à le combler, parce qu'il y a un manque de crédibilité des pays dits développés qui ont fait des promesses, qui ne sont pas tenues. Et aujourd'hui, il y a un blocage et il y a un fossé qu'il faut combler. Voilà ce que je voudrais dire très simplement. Je pense qu'il faut qu'on se focalise pour terminer sur un point, c'est la nature de l'accord, vous en avez parlé.
Un accord juridiquement contraignant, bien sûr qu'il faut un accord juridiquement contraignant. Alors la forme, traité, protocole, mémorandum, le traité on a donné avec Kyoto. Je rappelle que Kyoto c'est 97, ça a été mis en place en 2005 parce qu'il a fallu que chaque Parlement puisse le ratifier. Aujourd'hui, on ne pourra plus faire ça, on ne pourra plus prendre ce temps-là. Donc le traité international, c'est compliqué. Les États-Unis, on le sait, n'y sont pas favorables. Le Congrès américain qu'on a rencontré il y a 15 jours est complètement bloqué sur ce sujet-là. L'administration Obama qu'on a rencontrée essaye de trouver des pistes pour contourner, je n'aime pas trop le terme, mais le Congrès américain. Ils ont 3 ou 4 pistes juridiques, en particulier le Clean Air Act de 63, qui pourraient former une décision de l'administration Obama pour essayer d'emporter le morceau et de contourner le Congrès qui, évidemment, à base républicaine, est complètement hostile à ce sujet. Donc, il faut peut-être que la France, à un moment, sorte du bois, passez-moi cette expression. C'est-à-dire qu'il va falloir, en tant que président de la COP, que vous sortiez du bois pour dire voilà vers où on veut aller. Et la nature de l'accord juridique sera important. Ce qui ne sera pas moins important, c'est le contrôle derrière. En jargon onusien, vous le savez, c'est le MRV, c'est le contrôle absolu de ce qu'on pourrait mettre dans un traité juridiquement contraignant. Ça, c'est pas neutre. Qui contrôle, comment on le contrôle et quelles pourraient être éventuellement les sanctions. Voilà, j'ai terminé, mais je crois que la route est longue, mais on va essayer de s'y coller.